Je crois que la globalisation, la mondialisation économique n'est pas le problème majeur. Il faut bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, dans un monde où les pays les plus avancés, les pays occidentaux, entrent dans l'ère de l'information, il est impossible pour de nombreux pays sous-développés et périphériques de rattraper ces pays avancés sans être ouverts au monde, ouverts au commerce mondial, aux investissements étrangers. Et donc, l'exemple de Taïwan, de la Chine, de la Corée du Sud sont des exemples fort intéressants, des réussites économiques formidables et ce sont des réussites dues à une ouverture au monde, appuyées par des politiques très intelligentes, ouvertes aux investissements étrangers, avec de bonnes politiques commerciales. Et je crois que l'économie indienne suit cet exemple et l'Inde sera probablement la prochaine Chine. Ainsi, la mondialisation économique n'est pas par définition mauvaise, car comme on le sait tous, la plus grande réduction de la pauvreté a été effectuée en Chine et en Asie du Sud-Est. Et c'est donc là un phénomène positif de la mondialisation. Mais le plus grand problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans ce monde globalisé, c'est cet écart considérable entre la mondialisation économique et la réponse des États à ce phénomène. Je vais vous expliquer ce que j'entends par politique des États vis-à-vis de la mondialisation. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine, aussi bien dans les pays occidentaux développés que dans les économies émergentes et en voie de développement. Par exemple, les économies avancées, les États-Unis en premier lieu, s'appuient sur les élites qui ont adopté des positions unilatérales, des mesures commerciales imposées aux États-Unis, ont imposé à un certain nombre de pays par les États-Unis. Et cette inégalité dans les relations commerciales, la fermeture des marchés américains, du marché américain aux produits étrangers, a un impact très négatif pour les pays du Sud, Amérique latine, Afrique et Asie. Les États-Unis sont en train de voter des lois et des règles qui peuvent vraiment avoir des effets très négatifs sur les économies et les sociétés des pays en voie de développement. En 1993, le Congrès américain a voté la loi Harkin qui impose de nombreuses restrictions sur l'importation des produits textiles et notamment sur l'utilisation de la main-d'œuvre des enfants. Alors, un des pays qui a été touché très durement par cette loi, c'est le Bangladesh, où de jeunes filles étaient employées dans le secteur du textile. Je crois que 50 à 60 000 jeunes filles ont été
ont été marginalisés, ont dû quitter leur emploi. Et ceci était le résultat d'une législation qui a été prise pour interdire l'utilisation d'enfants en tant que main-d'œuvre. Voilà donc un exemple de politique prise avec de bonnes intentions, mais qui a eu des conséquences très négatives. Alors, de nombreux critiques de la mondialisation disent que les normes environnementales dans les pays en voie de développement sont très faibles. Les normes sociales également. Et donc, les entreprises multinationales utilisent ces avantages pour produire leurs biens dans les pays en voie de développement à moindre coût. Mais dans ce cas, nous sommes confrontés à un problème qui est interne aux pays en voie de développement, à savoir, et qui devrait être résolu au sein du pays en voie de développement. Le problème de la réglementation, la régulation peut être résolue. Dans les années 80, 90, la crise en Asie, en Malaisie, le Premier ministre a interdit le retrait des fonds étrangers, ce qui allait à l'encontre de directives du FMI. Mais là, ça a été couronné de succès. En Chine, aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas obliger le gouvernement chinois à abandonner le taux de change fixe du yuan. Le yuan est aligné sur le dollar. L'environnement économique chinois est extrêmement florissant grâce à ce taux, à cette parité. Et donc, on voit les pays développés qui dictent leur volonté aux pays en voie de développement. L'exemple de la Chine, de la Malaisie, et il y en a d'autres. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la mondialisation, dans sa version non maîtrisée, ce qu'on peut appeler la mondialisation sauvage, on peut y résister. Le problème dans les pays en voie de développement, c'est que les gouvernants de ces pays ne souhaitent pas avoir la mondialisation, les effets négatifs de la mondialisation. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a une absence de démocratie. Un état de droit n'existe pas souvent dans ces pays en voie de développement. Alors, je ne suis pas d'accord avec Madame Borvo qui nous a dit il y a un instant que la démocratie et que les peuples devraient lutter contre le capitalisme et la mondialisation par des moyens démocratiques. Non, parce que l'histoire nous montre que la démocratie ne peut se développer sans capitalisme. La démocratie en Union soviétique n'exisait pas. Tous les pays qui ont essayé de mettre sur pied un modèle social de l'économie, ça a été le cas. Ainsi, je pense que les règles démocratiques et l'appel, nous avons besoin d'encourager l'établissement de la démocratie. Et donc, il ne faut pas lutter contre le capitalisme, mais plutôt le capitalisme lié au pouvoir des élites.
Quand on me dit que ce qui se passe en Russie aujourd'hui est un genre de capitalisme d'État, je ne suis pas d'accord. On ne parle pas de capitalisme, il s'agit davantage d'une économie d'État contrôlée par les oligarques, par les responsables de l'État. Donc nous avons effectivement des oligarques qui contrôlent des pans entiers de l'économie. Aux États-Unis, vous savez, le gouvernement de M. Bush est beaucoup plus étroitement lié avec les directions des grandes entreprises que de par le passé. C'est ça ce qui rend les États incontrôlables. Et c'est donc ce lien entre les élites au pouvoir et les gouvernements. Je crois que le seul endroit au monde où l'on assiste à une tendance opposée, c'est au sein de l'Union européenne. Ici, en Europe, nous avons des démocraties bien établies depuis de longues années, bureaucratie également bien établie, des économies qui ne sont pas multinationales, mais plutôt supranationales, représentées par la Commission à Bruxelles. Et l'Union européenne est un très bon modèle. C'est un projet altermondialiste, en quelque sorte. En écoutant les différents orateurs, ici en France concernant l'Union européenne, on parle d'État Union européenne, mais en rejetant la Constitution, ce ne serait pas très porteur. En rejetant cette Constitution, non, en acceptant la Constitution, vous rendrez l'Europe plus puissante, et je crois que l'Union européenne est la seule entité politique et économique dans le monde qui pourrait vraiment s'opposer aux États-Unis, qui fait la promotion de cette mondialisation sauvage. Il n'existe aucun pouvoir, ni la Russie, ni la Chine, qui peut véritablement s'opposer aux États-Unis, qui impose des mesures économiques de façon unilatérale. Donc, l'Union européenne offre un modèle de mondialisation éclairé. Should go forward, and I think it will be a success. So, j'espère que l'Union européenne effectivement nous fournira un modèle réussi.